avec des contraintes supplémentaires. Rien ne se fait sans contraintes supplémentaires maintenant en urbanisme. Donc la zone 2 AU, qui est un magnifique plateau. Pourquoi 2 AU? Tout simplement parce qu'actuellement, l'accès ne permettrait pas de construire, d'avoir des allers-retours de véhicules en grand nombre. Oui, ça ne permettrait pas d'avoir un très mauvais accès. Lorsque cet accès sera réalisé, on pourra réviser le document d'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation le secteur, accompagné d'un projet précis. L'ouverture à l'urbanisation maintenant des zones AU doit s'accompagner d'un plan d'aménagement qui décrit ce qui va se passer dans la zone et qu'est-ce qu'on va y aménager. Tout le tour de la zone de AU, qui est plus petite que la NA au POS, a été instauré une protection paysagère par les espaces verts protégés, principalement pour éviter de dégrader la vue de la place du village vers le plateau. Sinon, rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à dire sur ce secteur, puisqu'il n'est actuellement pas constructible. Et viennent ensuite toutes les zones agricoles. Les zones agricoles peuvent accueillir tout bâtiment d'exploitation lié à l'agriculture, que ce soit de l'élevage, de la culture ou de l'exploitation de forêt, ou de ressources forestières. Leur différence avec la zone naturelle, elle est très très légère maintenant depuis la loi ALUR. Avant, vous ne pouviez rien faire d'agricole en zone naturelle et vous ne pouviez pas faire quelque chose de forestier en zone agricole. La loi ALUR a lissé vraiment ces deux secteurs. Donc maintenant, c'est plus une reconnaissance de la qualité de la terre et de son utilisation qu'un outil réglementaire. Puisque, que ce soit en zone agricole ou en zone naturelle, la loi ALUR et la loi de modernisation de l'agriculture permettent d'agrandir les villas qui ne sont pas à des agriculteurs, permettent de construire la piscine à côté de la villa en question et permettent d'avoir une annexe. On peut agrandir sa maison, on peut y mettre une piscine, on peut y mettre un petit cabane. Bien entendu, on ne peut toujours pas construire une nouvelle maison. Bien d'accord, que ce soit en zone naturelle ou agricole. Seule exception, l'agriculteur dont la présence est nécessaire à son exploitation. Dans quel cas, il peut construire, il faut qu'il prouve que ce qu'il élève ou que ce qu'il cultive nécessite sa présence 24 heures sur 24. Et il y a très peu de cas où la Chambre d'agriculture accorde le permis dans ces cas. Donc on peut considérer que les zones agricoles et naturelles sont inconstructibles pour les nouveaux bâtiments d'habitation. Donc vous avez 4 zones qui sont situées à l'est, à l'ouest de Superbert et au nord de Superbert. Et ensuite, vers le col de Lys, vous avez 3 autres zones agricoles proposées actuellement. Toute la zone, tous les autres secteurs qu'on n'a pas vus sont des zones naturelles. Pour la plupart, avec une grosse trame 2BC dessus, donc on ne peut rien y faire, strictement rien. Et ça, c'est un héritage du POS et de l'époque où la doctrine des DDTM était de mettre des EBC partout où de toute façon on n'allait pas construire. Maintenant on en revient, mais pour les enlever c'est compliqué. Voilà, donc là moi j'attends avec impatience un avis de l'ONF, nous demandant de lever sur les forêts domaniales les EBC, ce qui nous permettra de le faire sans avoir de soucis avec l'ADREAL ou avec d'autres organismes. Si on le fait de nous-mêmes, alors on a des soucis. Alors on attend leur avis, et ça on le fera après. Il y a juste une dernière zone qui mérite d'être explicitée, qui est un dérivé de la zone N, qui s'appelle la zone NPR. PR pour protéger. C'est une zone qui vient sous le village. Rappelez-vous l'orientation d'aménagement, il y avait un cercle, enfin un demi-cercle jaune sur le sol du village pour marquer sa protection paysagère. Ça veut dire qu'il ne faut rien construire sous le village, à part ce qui est déjà présent. Donc on crée une zone naturelle dite protégée. Ça explique la présence de la zone naturelle. C'est tout le secteur qui offre une covisibilité avec le socle du village dans sa partie la plus abrupte.
À savoir que la plupart des terrains qui sont situés sous cette falaise sont de fait inconstructibles à cause du risque d'éboulement. Mais on a renforcé ça et on a marqué la volonté de préservation de cette vue. Il faut quand même reconnaître, moi je ne viens pas tous les 4 matins ici, et à chaque fois que je viens, ça reste un plaisir de découvrir le village en montant. Donc je pense que tous les touristes, toutes les familles qui viennent vous rendre visite de temps en temps apprécient ça, et vous au quotidien, même si vous avez plus l'habitude, ça reste important d'établir ce genre de protection. Voilà, on a fait ce choix de mettre ici. Et là, on a parcouru l'intégralité, donc je reste disponible, l'équipe municipale, pour toutes les questions, de préférence au début d'ordre général, et comme ça on libère ceux qui n'ont pas de questions privées, et après on viendra aux questions privées. Juste concernant le document que vous mettez ici. Il y a un micro qui peut circuler. Concernant le document que vous allez mettre à disposition en format PDF, est-ce que toutes les cartes que vous avez présentées figurent dessus? Tout ce que vous avez vu là constitue le PDF. Et il sera à disposition à partir de quand donc? Là, je ne peux pas vous répondre. Ça va dépendre de la personne qui s'occupe de la mise à jour du site de la mairie. Je ne sais pas si c'est fait en interne ou par un prestataire. Voilà, quelques jours. Voilà. Là, je ne peux pas vous le dire. Le PDF est transmis, il est disponible pour le prestataire qui met à jour le site. Je ne sais pas. Et l'intégralité du document sera disponible suite à la prochaine réunion. Voilà. Merci. Oui, moi j'avais simplement une question de principe qui me taraude un peu. On parle de réunion publique, d'information, et merci encore pour tous les efforts que fait la municipalité et le cabinet pour nous expliquer tout ça. C'est pas aussi simple que ça quand on n'a pas l'habitude, mais il y a une chose que je comprends mal, c'est que j'entends aussi parler de concertation. Et là, la concertation, je vois mal où elle se trouve, parce que c'est vrai que les uns et les autres, de temps en temps, nous émettons une petite idée comme ça, mais on n'a pas la certitude que ce soit bien pris en compte, il n'y a pas de compte-rendu publié de tout cela, donc je voulais savoir si, en termes de concertation, il y avait des modalités particulières à mettre en place et à prévoir, au moins avant que tout ne soit arrêté définitivement. Alors, légalement, les modalités de concertation sont donc fixées lors de la délibération de prescription. Donc c'est l'équipe municipale qui prescrit un PLU, qui fixe la manière dont elle va concerter sa population. Le terme de concertation inclut principalement de l'information et des échanges comme aujourd'hui. Alors j'essaye de synthétiser la procédure. Il n'y a aucune obligation légale hormis d'organiser des réunions publiques. Voilà. Et d'avoir le cahier. Ce sont les deux conditions minimales légales. Donc le minimum légal, c'est une réunion publique. Alors, l'équipe municipale en a prévu 3, et on en rajoute une 4e, puisque le contexte s'y prête, et on trouve que c'est plus honnête de vous présenter toutes les modifications qu'il y aura par rapport à ce document-là. Voilà, l'équipe municipale était disponible sur rendez-vous pour échanger. Maintenant, ce que vous appelez les échanges d'idées, la véritable concertation coûte très cher. Je ne vais pas vous le cacher. Je n'ai aucune commune de moins de 10 000 habitants qui organise des ateliers. Des ateliers, ça veut dire 2 ou 3 urbanistes, écologues, environnementalistes qui viennent. Ça veut dire 5 personnes maximum par intervenant. Donc pour tout le nombre que vous êtes, ça demande une grande salle, beaucoup de matériel, beaucoup de monde, et ça a des coûts totalement insoutenables pour une petite commune, clairement. C'est dommage que l'État ne prenne pas en charge ce genre d'échange, je suis tout à fait d'accord. Mais quasiment aucune petite commune ne peut se payer des ateliers de concertation. C'est vraiment quelque chose qui est à part. Après, le fait qu'il n'y ait pas de retour,
toutes les réponses que l'on va faire par rapport au cahier de concertation, lorsque la commune arrête le document, elle doit tirer ce qu'on appelle le bilan de la concertation. C'est un document qui est joint et annexé à la délibération, qui liste tout ce qui a été fait, par quels moyens vous avez été informé qu'il y avait des réunions publiques, combien vous êtes, à 4-5 personnes près, on ne fait pas un comptage ni un pointage, mais voilà, quel type de questions ont été soulevées, et combien il y a eu de remarques dans le cahier, quel type de remarques c'était, est-ce que c'est de la demande personnelle, est-ce que c'est de l'intérêt général, est-ce que c'est du questionnement, et on essaye d'y répondre. Là, je vais arrêter un PLU, plus j'étais né, tout simplement. On a eu 45% de réponses favorables ou en partie favorables par rapport aux demandes faites dans le cahier. Voilà. Parce qu'on regarde vraiment ce qui est fait. Ce qu'on refuse, c'est les demandes qui entraînent l'illégalité du document. Quelqu'un qui demande à être constructible en discontinuité de la loi montagne, on est obligé de lui dire non. C'est pas qu'on a envie, c'est qu'on n'a pas le choix. Si on lui accorde, le document sera retoqué. Quelqu'un qui fait une demande d'un projet intéressant mais trop tardif dans l'élaboration du PLU par rapport aux échéances, aux délais, on va refuser, mais on va lui conseiller de peaufiner le projet pour une future révision ou modification. Il y a plein de cas, quand on refuse, c'est jamais de gaieté de cœur, clairement. Quelqu'un qui est en pleine zone agricole qui veut construire, les zones agricoles sont maintenant très protégées, très surveillées, on ne pourra pas accorder la constructibilité. Par contre, quelqu'un qui est en zone naturelle, à 30 mètres de la fin de la zone constructible et qui n'a pas de protection environnementale, qui n'a pas de zone de risque, a priori, on lui dit oui. Voilà. C'est juste que nous, quand on travaille, on arrête la zone quelque part, il faut bien mettre le trait au bout d'un moment. Voilà. Donc on se dit, on va l'arrêter là, la personne le constate, là, je suis juste à côté, il n'y a rien qui gêne, on pousse d'une parcelle. Voilà. Par contre, on ne peut pas le faire pour 50 personnes. Parce que 50 personnes, ça fait 50 terrains constructibles en plus, ça fait 50 habitations, ça fait 100 habitants de plus dans 20 ans, et on va déséquilibrer le PLU. Donc s'il y a trop de demandes individuelles, on va devoir expliquer qu'il y a des quartiers qu'on privilégie selon des critères qui sont bien définis, proximité avec les commerces et les services, qualité de la desserte, qualité des réseaux. Donc c'est d'abord les quartiers les mieux desservis qui sont choisis pour accorder des demandes particulières, et ensuite on s'écarte vers les quartiers les moins bien desservis. Voilà. Oui. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à peu près à comment vous fonctionnez. Je veux pas ajouter un mot. Oui, Georges, pour vous rassurer, vous tous, mesdames et messieurs, nous sommes à votre disposition et nous défendons vos intérêts. On est là pour défendre les intérêts de tous les Bérois sans exception, de prendre en considération les requêtes qui sont inscrites sur le document, sur ce livre qui est à votre disposition à la mairie jusqu'à tard le soir d'ailleurs, puisqu'on ne ferme jamais avant 6h30, voire plus tard, d'une part, et que d'autre part, le groupe de travail qui s'occupe de mettre en place le PLU, qui est dirigé par Bernard Baraja, est entièrement à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourrez poser sur des cartes que nous venons d'avoir, afin que vous soyez rassurés, que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment des choses et des résultats que l'on va vous présenter, ou peut-être des contraintes qui sont les vôtres. Merci. Vous avez précisé que le COS n'existait plus. Donc, mais à plusieurs reprises, dans plusieurs zones, vous avez parlé d'emprise au sol. Oui. Moi j'ai l'impression, alors l'emprise au sol, en pourcentage, c'est peut-être une emprise, disons, collective, mais j'ai l'impression que l'emprise au sol vient un peu remplacer le COS. Non, je me trompe. Alors, tout à fait, vous ne vous trompez pas. Dans les règlements d'il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, même tous ceux d'avant, il y a 2 articles, le COS et l'emprise au sol. Les 2 existent depuis le début, y compris sous les POS. Le législateur a estimé que ça faisait doublon, et que ce n'était pas pratique à instruire. Donc le COS, qui posait en plus des problèmes avec les reports de COS, avec
toutes les règles sous la présidence précédente de dépassement de cause possible en fonction de certaines conditions. Voilà, le législateur a estimé que c'était compliqué, trop. Il a simplifié tout ça, il a supprimé le COS. Il dit voilà, vous avez l'emprise au sol qui existe déjà, utilisez-la, tout simplement. Donc elle ne fonctionne pas exactement pareil que le COS. Le COS, vous générez une superficie de plancher par rapport à la surface de votre parcelle dans la zone constructive. L'emprise au sol ne vous génère pas de la superficie de plancher. Il vous génère, je vais schématiser, il vous génère une ombre au sol, l'autorisation d'avoir un nombre de mètres carrés au sol. Dans cette ombre, on va dire de 200 mètres carrés par exemple, vous avez le droit de faire la maison et tout ce qui a un toit. La petite cabane au fond du jardin, le pole house, le parking couvert, la véranda, habitée ou non, le jardin d'hiver, etc. Tout ce qui projette une ombre au sol, c'est de l'emprise au sol. Après, comme il y a la hauteur, si vous ne faites pas de garage ou que le garage est inclus dans la maison, que vous ne faites pas de pole house, que vous ne couvrez rien d'autre, sur 200 mètres carrés au sol, vous montez, vous avez 400 mètres carrés de superficie de plancher, à quelque chose près. Parce qu'on prend un léger débord sur les toitures, etc. Mais en gros, c'est ça. Donc une emprise au sol est généralement plus favorable que le COS quand elle a le même pourcentage. Est-ce que j'ai réussi à répondre clairement ou je dois... Oui. Prenez le micro. Ah oui, le micro. Les 10 mètres de recul en limite de voirie, je crois que dans le poste, c'était à l'axe de la route. Est-ce que c'est toujours le cas pour le PLU? Alors, grande discussion entre l'équipe municipale et moi-même. L'application se faisait à partir de l'axe de la route dans le poste, effectivement. Sauf que ça, par expérience, ça pose des problèmes au service instructeur. Qu'est-ce que l'axe de la route sur une emprise publique? C'est très très difficile à déterminer. Sur une autoroute, c'est simple, on prend le milieu entre les deux voies, ils sont très matérialisés. Lorsque vous avez des voies publiques ou qui servent de voies publiques, il faut faire attention à ça aussi, ça peut être des voies privées de desserte publique. Souvent, elles ne sont pas rectilignes. Vous prenez le centre de la voie, que vous reculez de 10 mètres, vous n'aurez pas la même distance de recul par rapport à la limite cadastrale. Et le service instructeur, alors pourquoi on a changé ça? Les services instructeurs se basent sur le cadastre. Ils n'ont pas le centre de la voie. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le voient pas, donc ils ne peuvent pas calculer et mesurer. Donc on calcule toutes les emprises, que ce soit des emplacements réservés ou toutes les contraintes par rapport au bord des voies. Enfin, au bord des emprises publiques ou de voies ouvertes au public. Lorsque vous avez des reculs par rapport au centre des voies, c'est généralement par rapport aux voies bruyantes et aux grands axes routiers. Parce que là, elle est clairement matérialisée sur un cadastre. C'était assez clair? Ça s'applique aux voies privées ouvertes au public. Toutes les servitudes de recul, du moment qu'une voie privée accueille du public, n'est pas fermée, elle est considérée comme voie, c'est quoi les voies c'est voie publique ou privée accueillant du qui public. accueillent tous les chemins privés, comme par exemple la Mangarde, comme ça. Sur la question qui vient d'être posée, si la limite de la parcelle est sur une voie, puisque la voie n'est pas cadastrée, même une voie privée. Alors si c'est une voie Qu'est-ce qui privée... compte, la limite de la parcelle? Non, la limite de la voie. Mais a priori, si c'est un chemin privé, entretenu par le privé, et qu'elle n'est pas ouverte au public, il n'y a pas de recul par rapport à la voie. Si elle est ouverte au public, qu'elle est entretenue par la commune, c'est un cas qu'on retrouve fréquemment, des voies privées entretenues de manière communale, c'est la limite de la voie, donc le bord du goudron qui va servir de limite. D'accord, parce que la parcelle, j'ai plus la moitié de la route, le bout du terrain. Et c'est pas cadastré, sauf sur Google. Non, Google, c'est pas un cadastre. Hein. Non, vous avez Géoportail qui colle le cadastre sur
sur la photo aérienne, de manière à peu près juste. Attention à googler. Concernant les commissaires enquêteurs, quels sont-ils, par qui sont-ils nommés, et à partir de quand pourrons-nous les consulter à Berlézal? Alors, je prends des notes parce que ça doit figurer dans le rapport justement de toutes les questions soulevées, le titre de la question. Alors, un commissaire enquêteur est nommé par le tribunal administratif sur la demande de la commune. Alors, lorsque la commune sait qu'elle va avoir une enquête publique, quelques mois avant, elle demande la nomination d'un commissaire enquêteur en lui envoyant le dossier de PLU. Donc voilà ce que ça concerne. Le tribunal a 15 jours pour nommer un commissaire qui prend contact avec le maire et qui vient en commune. Ensemble, ils vont se mettre d'accord sur les dates de l'enquête publique. Donc je ne pourrais pas vous donner de date précise. Déjà parce que c'est soumis à la vitesse à laquelle les PPA vont pouvoir rendre leur avis et à pas mal d'aléas. Je peux vous donner une idée globale, mais pas une date précise, parce que le commissaire enquêteur, quand il va venir rencontrer le maire, ils vont se mettre d'accord sur les dates, en prenant en compte les délais de publication légale des annonces. À savoir que quand il y a une enquête publique, la commune doit faire publier dans 2 journaux, 15 jours minimum avant le premier jour d'enquête, l'arrêté d'enquête complet, et dans les 8 jours qui suivent l'ouverture de l'enquête. Donc il faut prendre en compte que quand vous envoyez une demande de publication à un journal, il faut leur laisser le temps de l'inclure. C'est une marge. Après, il faut prendre la non-fiabilité du journal. Nice Matin ici, a régulièrement oublié de publier un article. Si ça arrive, et que vous étiez limite sur les 15 jours avant enquête, ben vous recommencez. Le maire reprend un arrêté d'enquête, vous reconvoquez le commissaire enquêteur, vous reprenez une nouvelle date. Donc il faut prendre en compte tous ces petits aléas qui peuvent survenir. Mais voilà, donc le commissaire enquêteur, il est nommé par le tribunal, il vient rencontrer le maire, ensemble ils fixent les dates de l'enquête publique. L'arrêté que le maire prend suite à ça comprend toutes les modalités de l'enquête publique, l'identité du commissaire enquêteur, les jours où il sera présent sur Berlézal. Généralement, un commissaire enquêteur vient au premier jour de l'enquête, qui dure 1 mois, le dernier jour et 1 ou 2 fois dans le mois, où il est disponible en mairie. Le reste du temps, vous pouvez le joindre par mail, par téléphone ou par courrier. Moi, je vous conseille de lui envoyer un mail pour être sûr qu'il soit là le jour où c'est annoncé, prendre rendez-vous avec lui pour soit aller visiter le terrain litigieux ou pour voir, qui vous réserve vraiment du temps pour votre problème. Ensuite, pour la fin de votre question, le commissaire enquêteur, c'est souvent un ingénieur retraité. L'urbanisme n'est pas forcément sa spécialité. Le tribunal a tout un panel de personnes qui se sont portées volontaires pour être commissaire enquêteur et prend la personne disponible la plus compétente pour le dossier qui lui est soumis. Donc généralement, ils ont fait plusieurs enquêtes publiques qui ont trait à l'urbanisme, parce qu'il y a des enquêtes publiques sur plein de domaines. Et bon, ils sont totalement disponibles. C'est pour ça que ce sont des retraités, c'est pour avoir une disponibilité totale pour les enquêtes. Pas d'autres questions ? Bon, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure. Vous avez compris pourquoi on est obligé de s'entourer des compétences d'un bureau d'études, parce que le problème n'est pas simple, il est compliqué, et voilà. Donc, ce qu'il faut rajouter à ces propos, c'est que ce document, une fois approuvé, n'est pas un document figé comme l'était
quoique il ne l'était pas figé non plus, mais c'est un document qui peut être révisable quelques mois après son approbation. Vous m'arrêtez si je me trompe. Dès son approbation, moi j'ai pris un peu de garantie, une marge de sécurité. C'est un document qui peut être révisé dès son approbation, bon, merci de le rappeler. Cette révision pourra intervenir dans la mesure où il y a d'abord un projet, puisqu'il faut qu'il y ait un projet. On ne peut pas dire, moi j'ai une parcelle qui a été mise à l'index et j'ai l'intention de construire, oui d'accord monsieur, mais vous construisez dans quel délai? Oh ben je ne sais pas, c'est pour mes enfants, je construirai aujourd'hui ou dans 2 ans ou peut-être dans 5 ans. C'est pas comme ça que ça marche. Dans la mesure où il y a quelque chose de concret, quelque chose qui est d'actualité à ce moment-là, on peut remettre en cause le secteur ou le document et on peut le réviser. Ce qui fait que c'est une chose importante qu'il faut savoir, parce qu'il faut savoir aussi que c'est un document qui est fait pour un certain nombre d'années. On a essayé de cerner toutes les possibilités, on a essayé de contourner et de jongler et de sauter à saute-mouton avec la loi qui, comme le disait M. Perron, est très, très difficile à mettre en place, parce que si on mettait la loi strictement en place telle qu'on nous la présente, eh bien, il ne resterait pas grand-chose de constructible à Berre, et en tous les cas, pour ceux qui ont l'intention de loger leurs enfants ou je ne sais quoi, eh bien aujourd'hui il y aurait eu beaucoup plus de questions à cette assistance que ce que nous avons pu avoir. Alors nous avons essayé, comme disait M. Perron, de faire des secteurs N et des secteurs agricoles. Pourquoi les secteurs N aujourd'hui ne sont plus, on vous l'a dit, aussi rigoureux que ce qu'étaient les secteurs NDTC dans le poste, je dis bien. Aujourd'hui, la zone N est un peu plus souple, c'est très bien comme ça, et on a essayé de faire des zones agricoles. Pourquoi des zones agricoles, pourriez-vous me dire? Eh bien, des zones agricoles, tout simplement parce que Berre était un village à vocation agricole. C'était un village à vocation agricole pour ceux qui l'ont vécu et ceux qui m'ont entendu le répéter maintes et maintes fois. C'est un village qui a une particularité, qui arrive à produire des fruits, des légumes et autres à chaque saison de l'hiver, de l'année. À tel point que les Berrois ont pu vivre sur ce terroir, ont pu assurer l'avenir de leurs enfants grâce à cette particularité qui est une particularité unique dans la vallée et dans bien des régions d'ailleurs. Donc nous, on a dit il faut essayer de mettre des zones agricoles. Bon, c'est sûr qu'on s'est heurté à un texte de la loi qui dit que pour faire une zone agricole, il faut être agriculteur en exercice et travailler sur place. Mais là, on se mord un petit peu la queue, passez-moi l'expression, parce que si on n'a pas de zone agricole, on n'aura pas d'agriculteurs, et si on n'a pas d'agriculteurs, on n'aura pas de zone agricole. Bon, on arrive tant bien que mal à imposer des zones agricoles qui ont la vocation d'accueillir, et peut-être que par les temps qui courent et dans les années qui viennent, peut-être que le retour à la terre se fera, et que s'il devait se faire, eh bien, il nous appartient à nous, les élus, de prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'il y ait des zones qui puissent être exploitées en tant que telles. Alors, la zone agricole a donc cette première vocation, c'est de nourrir la personne qui veut bien courber l'échine et puis travailler, c'est déjà une grande chose. Ensuite, elle a une seconde vocation, c'est celle de se protéger des incendies. Et vous savez que Berre est une commune en zone rouge, incendie, pour une bonne et simple raison, c'est que tous les incendies qui démarrent, que ce soit du côté de Bain-de-Jeun, de l'Escarène, dans les vallons de Lucéram ou dans le sud proprement dit, eh bien tous les incendies montent vers la commune de Berre, vers le village de Berre et vers la commune de Berre. Et on s'est rendu compte, notamment dans les incendies que nous avons vécus, puisqu'à Berre il y en a eu des tas, que seules les zones qui étaient agricoles, par conséquent, et par voie de conséquence entretenues, servaient de coupe-feu. Je crois que c'est déjà une des raisons très importantes de mettre des zones agricoles, si ce n'est que quand il y a un agriculteur, eh bien, le terrain est entretenu, il est beau, il est agréable, et je le répète, il nourrit la personne qui veut bien se donner du mal. Ça, c'est pour les zones agricoles. Ensuite, et là, M. Perron, vous allez peut-être sauter sur votre chaise, mais si on a mis un pourcentage d'habitants, c'est 10% qu'on a estimé, je ne sais plus, dans l'horizon 20 ans, 15-20 ans,
10%, j'ai dit. Vous avez une croissance annuelle de 1,8%, je crois, de mémoire. Voilà. Enfin, je regarde. Moi, je disais 1%, bon, ma mémoire flanche un peu, c'est pas grave. C'est déjà un bon taux de croissance. Voilà. Alors, pourquoi un taux de croissance comme ça? Parce que d'abord, on voit depuis, il y a eu des études en amont, des graphiques et tout, qui nous ont été proposés, on se rend compte finalement que la croissance n'atteint pas, est loin d'atteindre ce niveau-là. Mais par contre, vous avez un piège qui dit que si, en exagérant, nous mettions la croissance à 2 ou 3%, c'est actuellement ce qui se passe à peu près, hein, dans les 2 dernières années, c'est à peu près ça, eh bien, il aurait fallu geler une grande partie des terrains, de vos terrains. Pour une bonne raison, c'est que ce pourcentage d'un certain nombre de nouveaux arrivants nécessite X mètres carrés ou X hectares de terrain, et que tout ce qui suffit à remplir ces nouveaux résidents, qui suffit à les accueillir, bien, tout le reste est gelé. Alors ça, nous, on a essayé de faire un peu le forcing, de manière à pouvoir, tout en préservant, c'est notre souci majeur, la qualité de vie, l'espace, et vous avez vu qu'on a mis sur les propriétés des superficies de 60% parfois de zones vertes, non bétonnées, y compris les routes qui devront être, elles, par exemple, faites dans le green, hein, je cite un fournisseur parce que j'ai travaillé avec, c'est-à-dire les espèces de bouchons en béton où le gazon pousse au travers, ce qui permet à l'eau de pénétrer donc à travers ces dallages-là. On a mis suffisamment d'espace vert pour que, même avec des emprises au sol importantes, on ne soit pas saturé de construction et que l'on garde la qualité de vie qui aujourd'hui est la nôtre. Voilà, alors je répète encore une fois que Bernard Baraja et les responsables du PLU, et moi-même bien évidemment, nous vous attendons à la mairie pour ceux qui ont des questions particulières. Vous serez renseignés sur tout ce que vous souhaitez et nous ferons bien évidemment, nous essaierons de faire pour le mieux. Merci.